C'est l'un des secteurs stars sur les marchés boursiers depuis le début de l'année, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, le secteur du healthcare, qu'on traduit comme étant le secteur de la santé, ou encore des grands laboratoires pharmaceutiques, des indices sectoriels de santé qui sont au plus haut historique en ce début de deuxième trimestre. C'est le sujet du quart d'heure thématique ce soir et je vous propose de réécouter ou d'écouter tout simplement, de voir Jean-Jacques Le Fur qui est avec nous hier en plateau pour évoquer cette situation boursière de marché pour le secteur de la santé et voir également quels sont les cas d'investissement dans le secteur qui présentent peut-être le plus d'intérêt aujourd'hui. Jean-Jacques Le Fur qui est analyste santé pharma chez Bryan Garnier. Alors évidemment, je ne vais pas faire de grandes révélations en vous disant que le contexte actuel, avec toutes les craintes qu'on peut avoir, ralentissement économique, les hausses de prix de matières premières, l'inflation qui en découle, la hausse des taux qui se dessine, même si c'est peut-être justement une force contraire. On pourra y revenir. Mais donc ce contexte particulièrement négatif impacte en réalité quasiment pas le secteur de la pharmacie et les valeurs pharmaceutiques. Les prix des matières premières, ce n'est pas un sujet pour l'industrie pharmaceutique. À titre d'exemple, le coût de revient des médicaments dans l'industrie, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Je me suis amusé à prendre un petit exemple assez simple. Un comprimé, ça fait quoi ? 200-300 mg ? Vous en prenez un par jour pendant un an, vous avez consommé 73 grammes de matière. Ouais. Une voiture, ça pèse 1 tonne, 2 tonnes. Donc on voit tout de suite que rien que les matières premières, ça ne représente pas grand-chose, donc ce n'est pas un sujet. Le deuxième élément, évidemment, c'est que le consommateur final, le patient, ne va pas s'arrêter brutalement, même si son pouvoir d'achat est touché. Alors un peu moins vrai aux États-Unis, mais particulièrement en Europe, où les médicaments sont remboursés. Donc il n'a pas de raison de s'arrêter de consommer. Donc que ce soit dès le départ à la fabrication jusqu'au bout de la chaîne où le client final consomme, il n'y a pas de risque de ralentissement ou de choc malgré tout ce qu'on entend sur le monde macroéconomique. Ouais, c'est ça, c'est un secteur qui est très éloigné des crises dont on discute en ce moment sur les marchés. Et alors sur le niveau des taux, sur la hausse des taux, vous dites c'est intéressant de noter que cette performance boursière se fait malgré un vent contraire qui peut être celui du mouvement de remontée des rendements obligataires, Jean-Jacques ? Alors oui, puisque en général, la valorisation des valeurs pharmaceutiques se fait par actualisation des flux. Et évidemment, comme c'est un secteur de croissance, une remontée des taux a un effet de levier, j'allais dire négatif, important sur les valorisations, ou significatif. Et donc cette perspective de hausse des taux qui est normalement un vent contraire, quand on regarde dans les 15 dernières années, 20 dernières années, chaque fois qu'on avait une perspective de hausse des taux, le secteur se mettait à vaciller. Là, il semble que le marché ou les investisseurs soient plutôt focalisés sur les risques qu'on vient d'évoquer et la résilience du secteur face à ces risques, plutôt que de savoir si la hausse des taux peut entraîner un souci pour le secteur pharma. J'ajouterais pour finir que c'est un secteur qui est peu endetté, voire même en situation de cash positif, ce qui veut dire que la hausse des taux... coût de financement n'est pas un sujet, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est même peut-être favorable pour les boîtes qui sont plutôt cash positives, parce que qu'est-ce qu'elles font de leur cash ? Quand les taux sont négatifs, elles sont bien embêtées. Et Novartis a été un bon exemple pour ça. Après la vente de sa participation dans Roche, on l'a vu rapidement se lancer dans un rachat d'actions, ce qui a surpris tout le monde. Et en réinterrogeant un peu les directeurs financiers, ils m'ont dit, mais... avec une masse d'argent de plusieurs dizaines de milliards, si Novartis ne trouvait pas une cible immédiatement, il fallait qu'il le place à taux négatif. Et oui, 50 points de base, moins 50 points de base sur le taux de dépôt. Donc c'était un vrai sujet. Il y a le prix boursier et il y a aussi la valorisation. Est-ce que le plus haut historique du secteur sur le plan boursier, à quel type de niveau de valorisation du secteur ça correspond aujourd'hui ? Est-ce que c'est un secteur qui est très cher à ce niveau de prix boursier ou est-ce que ce sont des valorisations qu'on connaît d'une certaine manière sur le plan historique ? Alors, sur le plan historique, aujourd'hui, je regardais hier, le PE est de l'ordre de 19 fois. Depuis 2012, on a eu 2 pics. Un en 2015 et un en 2021 à 20 fois en termes de PE sur le secteur européen, je parle. Entre les deux, là, on se traitait à peu près entre 16 fois et 18 fois. Donc on voit bien que ce 19 fois, il est pas au maximum, mais pas loin. Et il est un petit peu exagéré, surtout qu'il n'est pas forcément lié aux fondamentaux du secteur qui n'ont pas changé entre le mois de janvier et aujourd'hui.
Donc c'est cette fameuse prime de sécurité que j'évoquais. Cette aversion au risque qui crée cette survalorisation peut-être sur ce secteur. Il y a un autre indicateur alors, qui est peut-être un petit peu moins fiable ou qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder les cours de bourse de toutes les valeurs pharmaceutiques françaises, les grandes valeurs européennes, pardon, elles sont pile poil dans la moyenne des objectifs de cours des analystes. Donc en fait, on a rejoint cette moyenne sans éléments fondamentaux, nouveaux, positifs, aucun, propre au secteur. Donc on voit bien que c'est cette prime de sécurité, à mon avis, qui a tiré le secteur. Alors si on va un peu plus finement dans l'analyse et qu'on regarde les fondamentaux entreprise par entreprise, labo par labo, Jean-Jacques, c'est le job des analystes de proposer des recommandations aux clients, donc sur des bases trimestrielles parfois. Donc il y a les top picks du deuxième trimestre. Quelles sont les entreprises européennes du secteur de la santé, de la pharma, qui vous paraissent avoir le plus de valeur aujourd'hui au regard de leurs fondamentaux, une valeur qui ne serait pas encore pleinement exprimée sur le plan boursier, Jean-Jacques? Alors, chez Bryan Garnier, on fait notre exercice chaque trimestre, comme beaucoup d'autres, de top pick list. Je dirais qu'on a un peu comme dans le guide Michelin, on a ceux qui sont étoilés, et puis on en citera deux autres qui sont plutôt les bips gourmands, c'est-à-dire celles qu'il faut aller regarder, à suivre, à mettre dans son radar. Alors, les deux étoilés qu'on a choisis, c'est UCB en Belgique, laboratoire à la mode Ipsen en France, on va dire, 5 milliards de chiffre d'affaires à peu près, qui devrait avoir un news flow clinique, comme on dit, des résultats cliniques sur ces nouveaux produits assez intéressants au deuxième trimestre, et qui est justement dans une phase de refonte de son portefeuille commercialisé, puisqu'il va perdre un certain nombre de brevets, il le renouvelle avec ses nouveaux produits. On a déjà eu une bonne nouvelle au début avril avec l'approbation par la FDA d'un nouveau produit qu'ils avaient acquis en janvier, qui peut faire 1 milliard, 800 millions, 1 milliard. On attend sous peu le feu vert de la FDA pour le lancement de leur nouveau produit dans le psoriasis. Pareil, on est sur du 3 milliards de potentiel de chiffre d'affaires. Et puis on a deux produits pour lesquels on devrait avoir les résultats détaillés de phase 3 début mai dans un congrès qui sert à traiter une maladie un peu rare qui s'appelle la myasthénie généralisée, ou myasthénia gravis. Alors le côté intéressant de toutes ces nouvelles, c'est qu'elles sont relativement sécurisées. Le premier produit qui est approuvé, ça c'est déjà fait. Le Bimzelx, on connaît dans le psoriasis, on connaît parfaitement son efficacité, sa phase 3. Il y avait juste un problème d'inspection des usines qui a été résolu par la FDA. Et puis ces deux produits dont on attend les résultats détaillés, on sait que les phases 3 sont positives. Il nous manque plus que le détail. Ils feront probablement pas mieux que les concurrents, mais ils ont des petits avantages qui permettent de penser que UCB sera très bien placé. Donc, une séquence... un news flow positif qui peut entraîner le cours de bourse, peut-être. Avec, en plus, une valorisation qui n'est peut-être pas encore au bout de ses peines, arrivée à son maximum, et des analyses qui devraient progressivement peut-être réviser à la hausse en diminuant la prime de risque sur ce produit. Bon, UCB, donc c'est une grosse mid-cap belge, c'est ça, dans le secteur de la santé. L'autre étoilé de votre liste, alors c'est Roche. Classique, oui. L'histoire de Roche, c'est, tout le monde la connaît, on a subi le contre-coup des biosimilaires, la concurrence des biosimilaires qui a vraiment handicapé la croissance de Roche. Cette année, on l'a encore aussi. On va perdre 2,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires liés à ces biosimilaires. C'est la dernière année. Et dans le même temps, Roche, en Europe, sera la valeur qui va annoncer le plus de résultats cliniques. 16 études cliniques à publier en phase 3. Alors, tout ne sera pas positif, naturellement. Quelques résultats importants et qui devrait permettre de remettre le focus sur Roche, sur sa future croissance. Sur la croissance. Oui, voilà, puisque les produits existants lancés depuis 3-4 ans, en fait, leur forte croissance a été masquée par ces biosimilaires. On n'a pas vu l'impact positif sur Roche. Là, il va commencer à disparaître et mon sentiment, c'est que les investisseurs vont progressivement s'éloigner de cet impact négatif biosimilaire pour se tourner vers le futur grâce à ces nouveaux produits qui vont prendre le relais. Ouais, donc il y a l'idée d'un changement de statut même peut-être boursier pour cette grande valeur Roche, évidemment, qui est, quand je disais classique, oui, ça fait partie des grandes valeurs traditionnelles suisses, en l'occurrence du secteur de la santé. Et puis alors c'était, oui, j'aime bien le parler, les bips gourmands, là, les étoiles peut-être en devenir. On parle d'ailleurs de sociétés qui ne sont pas des jeunes sociétés. Non. Dans le domaine de la santé. Non, tout à fait. Alors on a, restons français, Sanofi tout d'abord. Alors c'est vrai qu'on a eu une petite déception sur une étude clinique au mois de mars. Ceci étant, quand on regarde la valorisation et la croissance future du groupe, je
il n'y a pas de raison qu'on se paye avec 30% de décote compte tenu d'une croissance des BPA qui devrait être à 2 chiffres sur les 3 années à venir. Certes, cette déception sur l'étude clinique que j'ai évoquée met un petit doute sur le pipeline de Sanofi et sa capacité à avoir des nouveaux produits à l'horizon 2024-2025 quand les produits existants vont commencer à ralentir. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, mais en tout état de cause, 30% de décote quand on voit la croissance qu'on a pour les 3 ans, c'est quand même pas complètement justifié. Ça en fait quoi, une des valeurs de cette taille, en tout cas les moins chères du secteur aujourd'hui, Jean-Jacques? Oui, une des moins chères. 30% de décote, oui, une des moins chères. Et si on regarde un autre ratio qui s'appelle le PEG, donc le prix qu'on paye pour la croissance, c'est le deuxième plus faible après notre autre bib gourmand qui est AstraZeneca, à 1,4 pour Sanofi. Ça montre bien que on paye la croissance à un prix très faible. Très plus cher, oui, bien sûr. Ouais. Et donc notre autre... Et Astra, alors, là aussi, classique, installé, le classique. Malgré tout, on devrait continuer dans cette voie-là. On a toujours ce fameux PEG à 1,3. On aura moins de résultats cliniques cette année. C'est vrai que c'est une année un peu plus, pas de vache maigre, mais un peu plus calme que les années précédentes. Simplement, je pense que le titre va continuer de délivrer sur ces nouvelles indications. Compte tenu de cette valorisation, il n'y a pas de raison de ne pas s'y intéresser. Rappelons-nous qu'on a eu une petite inquiétude au 3e trimestre l'année dernière sur un dérapage des coûts opérationnels qui a été bien corrigé au moment des résultats annuels, où le groupe a rassuré en montrant que c'était un peu un effet exceptionnel au 3e trimestre l'année dernière. Et donc, la double histoire de AstraZeneca, maîtrise des coûts plus un portefeuille qui croît fortement, devrait se poursuivre. Jean-Jacques Le Fur qui était avec nous hier à la même heure sur ce plateau de Smart Bourse, analyste santé pharma chez Bryan Garnier. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain qui sera le dernier jour de la semaine boursière, je vous rappelle, avec en plus l'échéance mensuelle des marchés dérivés, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Rendez-vous donc demain à 12h30 en direct sur Bismart.